Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on construit un budget de trésorerie et surtout à quoi il sert. En effet, lorsqu'on parle d'entreprise et de réussite d'entreprise, on parle de rentabilité, de bénéfices. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui réalisent des bénéfices et qui pourtant vont être dans l'obligation de céder leur activité parce qu'elles n'arrivent pas à gérer, pas à faire face à leurs différentes dettes, aux échéances de leurs dettes. Et donc, elles ont des difficultés, ce qui fait qu'elles vont se retrouver en cessation de paiement. Le budget de trésorerie, c'est l'outil anti-cessation de paiement. C'est l'outil nécessaire pour réussir à faire face à ces différentes échéances et pouvoir continuer à prospérer en tant qu'entreprise. Je me présente, je suis Carole Grillet et sur cette chaîne vidéo, je vous présente des vidéos de cours en tant qu'enseignante en gestion comptable et financière depuis maintenant plus de 20 ans. Je vous laisse vous installer et je vous explique donc le budget de trésorerie. Il faut savoir donc, comme je l'ai dit précédemment, que c'est un document qui est essentiel à la survie de l'entreprise. Alors attention, lorsqu'on parle de document, ce n'est pas un document administratif, ce n'est pas vraiment un document comptable réglementé, mais c'est un outil, on va dire ça comme ça, qui va permettre à l'entreprise de mesurer et d'assurer, de prévenir toutes les difficultés liées à sa trésorerie. C'est en fait et du contrôle de gestion, donc qui va permettre à fournir des indicateurs pour gérer l'entreprise, pour piloter, et de la finance d'entreprise, puisque ça permet de mesurer la santé financière de l'entreprise. De quoi parle-t-on? On va voir ce que c'est que la trésorerie, ce que c'est que le budget de trésorerie. Donc lorsqu'on parle de trésorerie, finalement, on parle d'argent liquide. Mais quand on parle d'argent liquide, ce n'est pas que des pièces et des billets, c'est aussi l'argent qu'on a sur un compte bancaire, qu'on a sur un livret. Et donc cette trésorerie, c'est au niveau du bilan, l'information apparaît dans le bilan, elle apparaît à l'actif du bilan. Si on zoome un petit peu, elle apparaît en fait en bas de l'actif du bilan, c'est la partie disponibilité et caisse. En fait, si on rentre un petit peu même dans le détail comptable, c'est tout ce qui apparaît dans la classe 5, disponibilité de l'entreprise. Donc, on va avoir des comptes bancaires courants, mais on peut aussi avoir des comptes sur livret. Et puis, si ça va un petit peu moins, on peut même avoir des découvertes bancaires. Quand on parle de budget trésorerie, de quoi il s'agit? Alors, on verra après assez rapidement la forme, ne vous inquiétez pas. Mais avant de voir la forme, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'un budget de trésorerie. Lorsqu'on fait un petit peu de gestion, lorsqu'on pense budget, on pense tableau. Et moi, ça m'ennuie un petit peu qu'on retienne qu'un budget, c'est un tableau. Et ça m'ennuie aussi que lorsqu'on parle de budget, on dise bah, c'est la somme qu'on a. En fait, non. Un budget de trésorerie, il faut bien comprendre que c'est un plan d'action. Ce budget de trésorerie, il se fait généralement de façon prévisionnelle, donc en amont, et généralement, il se fait sur une période de 12 mois, d'une année. Souvent, on est quand même sur une périodicité qui correspond à la périodicité comptable, donc 12 mois, on va dire un exercice comptable, donc en fonction de chaque entreprise, l'année peut être pas forcément l'année civile et va être gérée un petit peu différemment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le budget de trésorerie, c'est les conséquences en termes de trésorerie, d'argent, de tout ce qu'on va après faire pendant un an. On va donc, dans ce budget de trésorerie, faire une prévision de tous les encaissements et de tous les décaissements. Rapidement, du coup, la forme d'un budget de trésorerie, donc c'est un tableau. Souvent, c'est fait sur tableur, donc Excel, mais on a aussi des logiciels de budgétisation qui permettent de mettre en forme. On est sur 12 mois, donc on va avoir mois après mois. On va définir la trésorerie de début de mois, les encaissements, c'est-à-dire que l'argent qui rentre, les décaissements, l'argent qui va sortir, et la trésorerie de fin de mois. En termes de vocabulaire, si vous avez besoin de discuter avec un expert comptable, un financier, c'est bien de savoir que cette trésorerie de fin de mois, c'est ce qu'on appelle la position de trésorerie. À savoir tout de suite, comme l'objectif, c'est quand même, si je simplifie un petit peu, l'objectif, c'est de connaître le solde de son compte bancaire tous les mois. Et puis de s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ça, on le verra dans une autre vidéo. On va déjà voir un petit peu comment on définit, comment on anticipe, comment on détermine ces trésoreries de fin de mois. Et l'objectif, c'est de prévoir, de gérer. L'idée, c'est d'être prudent. En comptabilité, en finance, on essaye d'être prudent. Et donc, le raisonnement de prudence veut que lorsqu'on prévoit des encaissements, c'est qui sont liés aux ventes, on vend, donc on va nous payer, donc c'est des encaissements, l'argent qui rentre. On va plutôt les mettre en fin de mois et au contraire, lorsque ce sera des décaissements, on va plutôt les anticiper en début de mois. Donc ça, c'est un premier élément lorsqu'on fait un budget de trésorerie. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est surtout vous montrer comment est-ce qu'on va déterminer les encaissements et comment on va déterminer les décaissements, étape après étape. À quoi sert donc, on a dit, un budget de trésorerie, si je simplifie, avant de revenir
aux détails techniques, mon budget de trésorerie va me permettre d'optimiser les frais financiers. Parce que dès lors que je sais que je vais être en difficulté un mois, je vais pouvoir négocier, anticiper et donc réduire les taux d'intérêt qui sont liés à ces difficultés. Je vais pouvoir identifier des problèmes structurels. Si je me rends compte que mon budget de trésorerie, tous les mois, je suis en négatif, et bien là, je sais qu'il va falloir que j'ai un financement plutôt plus long terme. Et à contrario, si je me rends compte que tous les mois, j'arrive à générer de la trésorerie, bah, je me dis que je vais pouvoir peut-être pouvoir ensuite financer un nouvel investissement ou au contraire, voir si je suis en capacité d'avoir un emprunt et que j'aurai la capacité de dégager assez de trésorerie pour rembourser cet emprunt. Et enfin, c'est un outil à privilégier pour communiquer avec les financiers, le banquier. Le budget de trésorerie sera très certainement demandé dans un dossier de demande de financement. Ceci étant dit, comme c'est un outil très important, il faut être capable de le comprendre et au mieux de le réaliser. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on détermine les encaissements. Comment est-ce qu'on détermine les encaissements? La première étape qui est liée au processus budgétaire, c'est déterminer donc le budget des ventes. Budget des ventes, on va donc déterminer tout ce qui va apparaître dans les comptes de la classe 7, dans les produits, dans votre compte de résultat, dans la colonne produits. C'est donc vos ventes. Donc on va déterminer dans un premier temps le chiffre d'affaires hors taxe, les quantités fois le prix. Et puis on va ensuite ne pas oublier, attention, quand vous vendez en TTC. Donc on pensera à bien rajouter la TVA pour obtenir le chiffre d'affaires TTC. Et c'est là où il va falloir faire attention, il y a un décalage, il peut y avoir un décalage entre le chiffre d'affaires TTC et les encaissements. Puisque en fait, si vous vendez à des particuliers, ben souvent il n'y a pas de souci, puisque ce qui vous vendez le 15, ben on vous paye le 15. Mais si vous vendez en B2B, donc en business to business, à d'autres entreprises, ben souvent, on peut négocier, surtout si c'est des entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, on peut négocier des délais de paiement. Et donc là, il faudra faire la différence entre le chiffre d'affaires TTC en janvier et les encaissements de janvier. On a des différences entre les deux. Donc, ce dont on a besoin pour déterminer les encaissements issus du budget des ventes, c'est de connaître le chiffre d'affaires DTC, connaître le délai de paiement, et puis par exemple, pour connaître les encaissements de janvier, bah, il faudra connaître les créances clients qui sont dans le bilan précédent. Si on continue sur les encaissements, il y a d'autres encaissements qui sont plus aléatoires, on va dire, mais qui viennent en plus des ventes. Toujours compte de la classe 7, majoritairement. Alors, je vous ai listé, alors il peut y en avoir d'autres, mais je pense que là, j'ai assez listé. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier dans les autres encaissements, ça peut être des subventions que vous avez reçues. Si vous avez vendu des immobilisations, vous avez prévu de vendre des immobilisations, il faudra penser à les intégrer. Si vous êtes filiale, actionnaire d'une entreprise, vous pouvez avoir des dividendes. Vous avez eu un problème avec l'assurance et il y a un remboursement de dégâts, donc il y a une indemnisation d'assurance. Si vous avez des placements financiers, bah, chaque année, il y aura des intérêts à des dates parfois un peu différentes dans l'année. Si vous avez des titres que vous vendez, hein, vous avez des actions et vous décidez de les vendre, du coup, ça va vous faire de la trésorerie. Si vous êtes une entreprise sous forme d'entreprise de capital, vous pouvez aussi demander, générer, on va dire, organiser une augmentation de capital par rapport au nouveau. Et là aussi, vous avez de la trésorerie. Donc, la majeure partie des encaissements des entreprises correspondent aux ventes qu'elles font, mais il peut y avoir aussi d'autres encaissements. Et là, il faudra bien essayer de prévoir et le montant et surtout la période à laquelle vous aurez. Si on prend par exemple les subventions, il faudra faire attention, on pourra avoir une date en janvier, on vous dit voilà, vous avez la subvention, elle vous sera versée en mois de mars. Donc comme nous, ce qu'on veut, c'est les encaissements, c'est bien indiquer la somme à la date de l'encaissement et non pas à la date de la décision. Une fois qu'on a nos encaissements, donc de déterminer les décaissements. La principale partie des décaissements, naturellement, c'est le budget des achats, puisque si vous faites du commerce ou vous faites de la production, vous commencez par acheter. Donc ici, c'est tout ce qui apparaît dans les comptes de la classe 6, donc on va 60 précisément dans les comptes d'achat. Donc on a un petit peu le même principe que pour les ventes, on va donc identifier le montant des achats, combien à quelle période, en hors taxe et puis on rajoute la TVA. Et par contre, il y aura un décalage entre les achats TTC et les décaissements, puisque des fois, vous pourrez bénéficier de délais de paiement. Donc, pour réaliser les décaissements, ou déterminer les décaissements liés aux achats, il faut déterminer les achats TTC et le délai de règlement.
et connaître de la même façon pour les décaissements de janvier ou de février, ça correspondra peut-être à des dettes que vous avez. Donc, il faudra connaître les dettes fournisseurs d'achat qui sont dans le bilan précédent. Autre décaissement possible soumis à TVA, on verra après les autres. On peut trouver donc soit la classe 6 ou la classe 2 des immobilisations, donc des services extérieurs, des factures d'honoraires, tout ce qui est profession libérale, c'est aussi soumis à TVA et ce n'est pas des achats à proprement parler. Et tout ce qui est acquisition d'immobilisation, attention, toutes ne sont pas soumises à TVA, mais là, on va considérer dans ce décaissement-là que ceux soumis à TVA. On rajoute la TVA, il faudra faire attention aux différents taux, et on en définit, on en déduit, on va dire, les décaissements TTC. Comme précédemment, il faudra faire attention aux délais de règlement, aux factures TTC et aux éventuelles dettes qui apparaissent dans le bilan précédent. Donc, suite à ces décaissements soumis à TVA, on va pouvoir déterminer un autre décaissement qui est lié, enfin, qui n'est pas forcément des décaissements, j'y arrive. Autre élément qui conduit à des décaissements, qui est lié aux opérations précédentes, c'est les opérations qui sont liées à la TVA. En effet, par abus de langage, des fois on dit oui, les entreprises ne payent pas la TVA. Alors le thème payer m'ennuie un petit peu. Les entreprises ne supportent pas le coût de la TVA, sauf cas spécifique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'entreprise, la TVA n'est pas une charge et n'est pas un produit. Pour ceux qui font un peu de comptabilité, vous regarderez, ce n'est ni un compte de la classe 6, ni un compte de la classe 7. L'entreprise est collecteur de la TVA au nom de l'État. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les règlements qui se font dans la vie de tous les jours se font avec de la TVA. Et c'est à la charge de l'entreprise d'identifier et donc de dire à l'État tous les mois, voici la TVA qu'on m'a payée. Voici la TVA que j'ai payée et donc voici donc la part qui vous revient, qui est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. C'est pour ça que lorsqu'on fait le budget des achats et le budget des ventes, on doit faire apparaître la ligne TVA parce qu'on en a besoin pour anticiper et prévoir les décaissements de TVA. Vous me direz, sinon on s'en moque finalement parce que les encaissements, les décaissements sont TTC. Pourquoi on s'embête à faire une ligne TVA? Eh bien parce qu'on en a besoin pour faire le budget de TVA. Donc, budget de TVA, c'est les comptes 44,56, 44,57, compte de la classe 4, TVA déductible et TVA collectée. Et donc, mois après mois, on va faire la différence entre la TVA collectée, celle qu'on a sur les ventes, et la TVA déductible, celle qu'on a sur les achats. La différence entre les deux donne la TVA due. Mais attention, la TVA qui est due au titre des opérations de janvier ne sera décaissée qu'en février. Et puis, dans certains cas, on va se retrouver avec une situation inverse où on a un crédit de TVA. Et donc là, il faudra ajuster le montant de la TVA d'un mois sur l'autre. Mais voilà ce qui est important quand même sur les achats et les ventes, bien identifier que les encaissements et les décaissements se font TTC, mais que pour élaborer le budget TVA, on a besoin de faire apparaître une ligne TVA collectée et déductible. Pour finaliser correctement ce budget TVA, on a besoin de connaître un éventuel report de TVA. En effet, si on a ce qu'on appelle un crédit TVA, un report de TVA, ça veut dire qu'on a eu plus de TVA déductible que collecté. On a payé plus de TVA, nous, aux autres, que nous, on nous en a payé. Dans ce cas-là, l'État vous doit la TVA. Donc, en fonction du montant, en fait, on a deux possibilités. Soit je dis, je vais reporter sur la TVA du mois d'après, donc en fait ça va compenser le montant qu'on peut avoir à payer le mois d'après, ou alors on demande un remboursement de TVA. Tout va dépendre du montant, ça c'est le premier critère, et un autre critère qui va conduire à des situations différentes, c'est structurellement, est-ce que vous êtes souvent en crédit de TVA ou vous êtes souvent en TVA due? Si on est souvent en crédit de TVA, on va souvent demander un remboursement puisque on n'arrivera pas à compenser des situations inverses. Sur notre budget de trésorerie, il nous reste quelques décaissements qui, eux, ne sont pas soumis à TVA. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les décaissements non soumis à TVA? Les salaires, ce n'est pas soumis à TVA, donc les salaires, les charges sociales, parce qu'en fait, on paye les salaires, mais on paye les salaires nets des charges sociales. Dans les charges sociales, c'est net des charges sociales salariales, mais nous, en plus, il va falloir payer les charges sociales patronales. Donc là, ça fait partie des décaissements. Tout ce qui est impôts et taxes, tout ce qui est, si on a des emprunts, frais financiers, remboursement.
Si on décide de faire des acquisitions de titres, des acquisitions d'immobilisation, de payer des dividendes, hein, si je fais des bénéfices, je peux redistribuer à mes actionnaires, c'est des dividendes, et donc tout ça, ça donne mes décaissements. Et encore une fois, l'idée, c'est de bien faire attention. Par exemple, les salaires de janvier, si vous les payez le 28 janvier, vous allez les mettre en janvier. Si vous les payez le 3 février, vous allez réfléchir à les mettre en janvier ou en février, parce que le 3 février, c'est le début de mois. Et si vous voulez être prudent, vous essayez d'avoir quelques jours d'avance. Encore une fois, on a besoin de connaître pour chaque étape les délais de règlement et puis les éventuelles dettes qui apparaissent au bilan précédent pour réguler les différents décaissements. N'oubliez pas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mois de la comptabilisation de la charge du produit ou de l'achat ou de la dette, c'est bien le mois du paiement. Hein, donc c'est ça qu'il va falloir faire attention. Là, ce n'est pas le mois de la charge, de la comptabilisation qui nous intéresse, c'est bien le mois du paiement. Et puis, petit rappel, des fois il y a des petits rappels qui sont utiles. Je ne veux que des encaissements et des décaissements. Donc on ne mettra jamais ni des amortissements, ni des provisions. Je peux même rajouter pas de dépréciation non plus, puisque ce sont ce qu'on appelle des charges calculées, et donc qui ne conduisent à aucun décaissement. Donc que ce soit une dotation ou que ce soit une reprise, il n'y a pas d'encaissement, il n'y a pas de décaissement. Donc attention, jamais, jamais, jamais d'amortissement, de dépréciation, de provision. Il reste donc à finaliser puisqu'on a défini tous les encaissements, tous les décaissements. Donc on aboutit donc au fameux budget de trésorerie. Mois par mois, je définis la trésorerie début de mois, je rajoute les encaissements, je soustrais les décaissements et j'obtiens donc ma position de trésorerie, ma trésorerie de fin de mois. C'est pas toujours parfait, mais on verra ça dans une autre vidéo. Je vous propose par contre un petit exercice très simple, mais en fait la notion de délai de règlement est très importante à comprendre pour pouvoir réaliser correctement le budget de trésorerie. C'est donc un exercice d'application sur les délais de paiement. On vend en avril 200 000 € pour 200 000 € hors taxe de marchandises. On sait qu'en fonction des clients, ils ne payent pas tous au même moment, donc 10% de ces 200 000 € payés comptant, 20% à 15 jours, 30% à 30 jours et 40% à 30 jours fin de mois. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu si vous êtes capable, à partir de ça, de prévoir les encaissements qui sont liés à cette vente de 200 000 € hors taxe de marchandises en avril. Donc n'hésitez pas à noter, essayez de faire, vous faites pause sur la vidéo. Et moi, je vous explique à la suite, c'est voir comme ça, si vous avez déjà compris, ça va aller plus vite. Première chose, on doit raisonner sur des encaissements, on va vous payer du TTC. Donc la première erreur à ne pas faire, c'était de travailler sur les 200 000 €, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on va me payer, on va payer du TTC. Donc on va travailler sur un montant de vente de 240 000 € TTC, puisqu'on prend un taux de TVA au taux normal, c'est-à-dire 20%. Deuxième chose, on a dit 10% comptant, donc au comptant, 10% de 240 000. Il y a donc 24 000 € TTC qui vont être encaissés en avril. Fin avril, mais en avril. Alors, fin avril, c'est encore autre chose. On va venir sur la suite. On a 20% qui est payé à 15 jours. 20% de 240 000, on est à 48 000 € TTC. Comment est-ce qu'on fait puisqu'on dit c'est 15 jours? En fait, on va considérer. On n'est pas obligé. Après, c'est un choix que chaque entreprise fait. Mais on peut considérer que en avril, quand on considère que c'est payé en avril, c'est payé mi-avril. Donc ici, mi-avril, je rajoute 15 jours, j'arrive fin avril. Donc il y a 48 000 € TTC qui seront payés aussi en avril. Mais fin du mois. Vous allez voir en fait que si on veut rentrer dans la précision, notre budget de trésorerie sur 12 mois, il va se transformer par plein de petits budgets de trésorerie sur 1 mois, sur 3 mois, et on va rentrer encore dans la précision jour par jour, mais ça, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Troisième chose, on avait 30% qui était à 30 jours. 30% de 240 000, ça fait un montant de 72 000 €. Ces 72 000 € TTC seront encaissés en mai. Alors pourquoi en mai? Puisqu'on a dit avril, on est à mi-avril, je rajoute 30 jours, j'arrive à mi-mai. Donc 70 000 € en mai. Et enfin, 30 jours fin de mois, donc 40%. 40% des 240 000, ça fait 96 000 € et ils seront encaissés fin mai. Alors pourquoi fin mai? Parce qu'on dit qu'on est au mois d'avril, donc on a dit par défaut on se met mi-avril, donc ça fait 15 avril. 15 avril plus 30 jours,
ça fait 15 mai et je vais à la fin du mois de mai, donc ça fait fin mai. Très simplifié, je l'entends bien. Mais ça veut dire que la suite aux ventes de 200 000 € hors taxes prévues en avril, je vais avoir des encaissements liés aux ventes de 72 000 € en avril et de 168 000 € en mai et rien en juin. À cela, il faudra penser à rajouter le budget de TVA et donc les encaissements liés à la TVA, mais ce n'était pas l'objet de cette application. Fonctionnement d'un budget de trésorerie, comment est-ce qu'on construisait le budget de trésorerie initial? Parce qu'en effet, là, on va suivre un énoncé. Si vous faites des exercices, en fait, hein, si vous êtes étudiant, on va prendre un exercice, on va suivre l'énoncé, bien identifier toutes les informations. On va suivre ce cheminement achat, vente, TVA et puis après budget de trésorerie. Mais en fait, ce budget de trésorerie, le premier qu'on va faire, il n'est jamais idéal. Et donc l'étape d'après, ça va être d'optimiser sa trésorerie pour assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous avez aimé, j'espère que vous pourrez me faire un petit retour. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.